Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien les amis, vous avez passé un bon week-end, une belle semaine. Écoutez, aujourd'hui on va faire le point hebdomadaire, hein, comme d'habitude, sur les crypto-monnaies, donc notamment le Bitcoin, et puis après VeChain, Ondo, XRP, Chainlink, même Plume, donc tout le narratif RWA, vous savez, qui est en train de pousser le marché crypto. En tout cas, j'en suis convaincu, c'est mon avis personnel. Et puis, basé sur, bien sûr, les articles, mais aussi que je vais vous présenter les données chiffrées, mathématiques, etc. Donc, vous savez un peu comment je fonctionne. Et puis aussi, je passerai ensuite, en fin de vidéo, aux actualités crypto, donc plus générales, avec en lien cette fois les stablecoins, parce que là, ils font beaucoup parler d'eux-mêmes en ce moment, qu'il y a même une polémique sur les stablecoins de la part de certains institutionnels qui déclarent que c'est un danger pour la finance traditionnelle. Et effectivement, peut-être à juste titre, quand on voit en fait les capitaux qui affluent en masse dans les stablecoins. Et puis je vous parlerai également en fin de vidéo également du marché de l'or. Je vous mettrai à jour des chiffres très intéressants vraiment sur le marché de l'or, puisque ils sont en train vraiment de nous révéler un petit message sur la suite des choses pour le système financier traditionnel qui en fait n'est pas du tout en bon état. Clairement. Voilà. Écoutez, sinon, écoutez, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir mon travail, la vidéo, à vous abonner également, ça fait toujours plaisir qu'on soit plus nombreux sur la chaîne, la communauté. Et puis je vous remercie au passage du fond du cœur pour vos likes déjà, vos commentaires sur les vidéos, également les messages privés. Ça fait super plaisir, les conversations voilà, avec certains d'entre vous qui sont très intéressantes. Et puis voilà, donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à vous poser confortablement quelque part pour la suite des choses, parce que la vidéo, comme d'habitude, va quand même, je pense, être un peu longue. Pas le choix pour cela, je ne peux pas raccourcir le temps, ou alors j'ai pas le temps de faire plusieurs petites vidéos, donc j'en profite de, vous savez, tous les week-ends, je vous fais un condensé de... que je peux le plus rapidement possible, en fait. Bon, écoutez, c'est parti, on y va. Donc je commence avec le rapport de Farside Investors sur les ETF Bitcoin Spot comme vous connaissez. Et donc regardez, on a eu une semaine donc plutôt dans le rouge. Vous voyez, donc là, à part le 6 novembre, on a eu effectivement 239,9 millions de dollars de flux entrants. Tout le reste, ça a été vraiment des flux sortants. Donc c'est là où, bon, est-ce que c'est la fin du monde? Eh ben non. Parce que regardez, nous avons quand même 59,9 milliards de dollars de flux totaux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Donc quand je vois sur la cryptosphère ou faire Twitter ou les réseaux que ça y est, c'est le bear market, c'est la fin du monde parce qu'on a eu toutes ces baisses là sur le Bitcoin, etc. Mais ça fait quand même un peu rigoler. Je suis désolé, mais quand je vois ça et qu'on a une panique, en fait ça représente quoi? C'est-à-dire ça représente une baisse d'entre 5 à 10% maximum, ce qu'on a vu depuis le flash crash, vous savez, d'octobre. Au total sur le marché des ETF Bitcoin Spot. Est-ce que une baisse de flux de capitaux de 5 à 10% sur un marché représente la fin de ce marché? Je vous laisse répondre à cette question, mais je pense que c'est assez évident. La réponse est plutôt non, clairement. Voilà, donc le marché des ETF Bitcoin Spot est en train actuellement de baisser au niveau institutionnel. Et ok, c'est évident là, cette semaine, mais c'est pas du tout la fin. Et puis aussi, il faut savoir, encore une fois, relativiser les choses, c'est que le marché des ETF Bitcoin Spot, c'est les institutionnels. Or, les institutionnels ne sont pas soumis aux mêmes, je dirais, raisons d'achat et de vente que le marché du retail de la masse des particuliers. Pourquoi? Parce que les marchés du retail de la masse est basé plutôt sur l'émotion, sur les gains, sur plein de choses qui font que c'est lié à une personnalité, à un individu. Les institutionnels, eux, n'ont pas le même raisonnement ou les mêmes leviers d'action de pourquoi ils investissent quelque part ou non. Parce qu'eux, ils sont soumis à des échéances, à des dettes, à des trésoreries, c'est pas la même chose. Et donc à des conflits juridiques, à plein de choses qui font que, par exemple, on a cette semaine des entreprises qui ont dû vendre leur Bitcoin à cause justement de leurs dettes, pour rembourser des dettes. Voilà. Donc on voit bien que c'est pas du tout le même marché. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché qui sur le long terme est très porteur. Pourquoi? Parce que l'intérêt des institutionnels ne fait que grossir sur le Bitcoin. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on a eu une baisse de 5 à 10% des flux de capitaux sur le marché des ETF Bitcoin Spot que c'est la fin du monde. Loin de là, à la fois au niveau du montant
au niveau mathématique, mais aussi parce que derrière, il y a toutes les données macroéconomiques qui rentrent en compte avec des nouvelles informations. Enfin, c'est un truc de fou. Vous allez voir ce que je vais vous présenter derrière sur l'ensemble du marché crypto d'ailleurs, pas que sur le Bitcoin. Donc voilà pour le Bitcoin. Ensuite, pour Ethereum, donc exactement le même scénario. Ethereum, regardez, nous sommes dans une tendance là à la baisse au niveau institutionnel, avec que le 6 novembre, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit 12,5 millions de dollars de flux entrants, mais le reste, vous voyez, est à la baisse. Mais là aussi, on reste avec un flux de capitaux total à 13,8 milliards de dollars de flux positifs. Donc là aussi, est-ce que c'est la fin du monde? Bon, je vous laisse répondre à la question. C'est assez évident quand même. Voilà. Donc, on voit qu'on est plutôt sur une phase correction actuellement, à la fois au niveau des prix, on le voit sur l'ensemble du marché crypto, à la fois au niveau des ETF, ça se retranscrit au niveau des institutionnels. Mais est-ce que c'est, par exemple, si on avait eu des flux baissiers de 30, 40%, que là, par exemple, Ethereum, on serait retombé en dessous des 10 milliards et Bitcoin en dessous des 40 milliards, là, je vous aurais dit, bon, effectivement, le marché institutionnel est carrément baissier, enfin, en train de se poser des questions eux-mêmes. Ils sont en train de paniquer et ils vendent en masse. Voilà. Là, on est très loin d'avoir des ventes de masse prononcées. Après, ce sera à surveiller, bien sûr, hein, pour l'avenir. Mais je serais étonné qu'on continue sur des flux comme ça tous les jours pendant longtemps. Parce que pour avoir un marché de moins 40, moins 30, moins 40%, il faut que tous les jours, maintenant, pendant des semaines, il faut qu'on soit que sur des flux sortants. Et ça, je pense que ça n'arrivera pas. Après, je peux me tromper. Encore une fois, hein, je n'ai pas la science infuse. Mais vu les données macroéconomiques que j'ai derrière, que je vous présentais, ça me paraît peu probable quand même. Allez, je continue maintenant. Voilà pourquoi je vous dis en plus qu'on n'a pas une panique générale. C'est que là, notre rapport de Farsight Investor, cette fois sur les ETF Solana Spot. Et regardez, là, ce n'est que des flux entrants, alors que, je rappelle hein, qu'ils ont été ouverts, ces ETF Solana, depuis seulement 2 semaines. Puis, c'est-à-dire le 28 octobre 2025. Et regardez, nous sommes désormais à un total de 336 millions de dollars de flux entrants sur les ETF Solana, et on n'a eu que des flux positifs. Donc les institutionnels peuvent avoir aussi retiré un peu des billes, effectivement, de Bitcoin et des Ethereum pour investir tout simplement dans Solana. En plus de, effectivement, vendre pour d'autres raisons, prise de profit, échéance de dette, trésorerie et même stratégie tout simplement interne de vente, parce que certains peuvent avoir effectivement eu peur avec les récentes corrections. C'est-à-dire qu'ils ont été confrontés là aussi à la volatilité du Bitcoin et des crypto-monnaies. C'est vrai que même pour certains analystes, ça doit faire peur quand même au niveau institutionnel, c'est sûr. Bon, donc voilà au niveau du screenshot actuel du marché des crypto-monnaies Bitcoin au niveau des ETF. Bon, ça reflète une correction, ça reflète une prise de profit peut-être, mais ça ne reflète pas la catastrophe totale et le marché hivernal comme on pourrait l'entendre à d'autres endroits, clairement. Ensuite, je continue, cette fois je passe aux articles sur Bitcoin. Là j'ai un article de journalducoin.com, Tether profite de la baisse du Bitcoin, achète 97 millions de dollars de Bitcoin. On voit bien qu'il y a quand même des tons de dissonance assez flagrants, c'est que d'un côté, certains paniquent, de l'autre, certains achètent. Et c'est toujours les mêmes. Vous constaterez, par exemple, Tether, eux ne font que croître deux trésoreries, c'est l'or et le Bitcoin. Et ça devrait interpeller quand même. Parce qu'on a l'or, qui est la valeur refuge universelle, tout le monde est d'accord là-dessus, en tout cas à peu près, j'espère. Et après, vous avez le Bitcoin en deuxième trésorerie, en fait, c'est considéré comme de plus en plus comme l'or numérique. Voilà. Et ça, c'est un institutionnel du grade de Tether qui le met en place depuis quand même cette stratégie depuis quelques années. Ensuite, là, j'ai un article de cryptost.fr et c'est cet article également qui me confirme que on est très loin, en fait, d'avoir le début de l'arrivée des capitaux sur les ETF Bitcoin ou Ethereum ou Solana, par exemple, et même d'autres ETF qui vont arriver à l'avenir, puisque 45% des investisseurs en ETF, donc globaux, au niveau mondial, prévoient de s'exposer aux crypto-monnaies au cours de l'année prochaine. Voilà. Donc, on voit bien que là, les flux de capitaux qu'on voit, même sur le Bitcoin, même si ça peut paraître actuellement impressionnant, là, quasiment 60 milliards de dollars de flux positifs sur ces marchés-là, et sur Bitcoin, ce n'est rien du tout comparé en fait
au marché mondial, à l'argent qui circule et même aux autres ETF et aux capitaux d'ETF sur les autres marchés boursiers. Voilà, par exemple, le pétrole, l'or, notamment les ETF sur l'or, enfin il y a plein de marchés d'ETF qui vont, en fait, je pense, être déversés en termes de capitaux un petit peu sur le Bitcoin. Voilà, donc ça fait qu'on est au tout début, et là on parle quand même de 45% des investisseurs. C'est-à-dire on est quand même au début de quelque chose où tout le monde est en train de se dire, enfin, tous ceux qui sont déjà dans les investissements sur la finance traditionnelle sont au minimum en train de se poser des questions sur la crypto-monnaie et au mieux en train de se demander s'ils ne sont pas déjà été investis dans la crypto-monnaie, est-ce qu'ils doivent mettre un peu des billes là-dedans? C'est ça la question qu'on est en train de se... Et moi, je le vois même autour de moi, on me pose de plus en plus la question, est-ce que c'est une bonne idée, effectivement, maintenant, dans la crypto-monnaie, est-ce que c'est pas trop cher, est-ce que c'est pas trop tard? C'est plutôt ce genre de questions, là, qu'on me pose, en fait. Ou combien je dois miser, ou voilà. Bon, donc, il se passe quelque chose. Donc, les capitaux, on est très loin d'avoir vu la fin là, de l'entrée des capitaux sur ces marchés crypto-monnaies, mais surtout Bitcoin, effectivement, en premier lieu. Et en plus, je continue dans les annonces, dans les informations, actualité crypto, mais surtout en lien avec le Bitcoin. Donc là, j'ai un article de cointribune.com. Le Kazakhstan lance un fonds crypto d'1 milliard avec des actifs saisis. Donc on voit que là, on a l'aspect gouvernemental encore là. Alors, on reste comme sur les États-Unis sur plutôt des saisies de fonds criminels. Donc, cette stratégie-là, ça va être qu'au lieu de vendre ces crypto-monnaies, eh ben, on en fait un fonds crypto ou on en fait une réserve stratégique de Bitcoin ou de crypto, ce que vous voulez. Mais ça devient généralisé. Et donc, il y a un moment où vous verrez, ça, je pense que ça arrivera tôt ou tard, ce sera même plus une question de faire un fonds crypto avec des actifs saisis, ce sera de faire un fonds crypto ou une réserve stratégique de Bitcoin crypto à partir d'investissements gouvernementaux, publics ou etc. Voilà. Comme il existe déjà un peu sous d'autres formes, hein, avec les fonds traditionnels, notamment je pense à la Norvège qui a un fonds de gestion très performant, très puissant sur la finance traditionnelle. Bon, voilà. Donc ce genre de choses, je pense que tôt ou tard, on y arrivera. Ensuite, donc, je continue. Article de journalducoin.com, JP Morgan, donc Bitcoin à 170 000 $ dans moins d'un an. JP Morgan revoit ses prévisions à la hausse. Alors, je fais une petite parenthèse, déjà, je dis, ça à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que tout ce qui est les prédictions, à la fois sur le temps, de façon précise, et à la fois sur le montant, pour moi, c'est impossible, même pour des analystes, des professionnels, traders, tout ce que vous voulez, de faire ce genre de prédictions. On peut avoir un ordre de grandeur, on peut dire le Bitcoin va partir à la hausse, va d'ici par exemple effectivement 5 ans atteindre les 1 million de $, c'est une fourchette, on peut se dire ce genre de choses. Mais précisément 170 000 $ dans moins d'un an, ok, pourquoi pas, mais ça va prendre vraiment avec prudence. Hein, je précise, surtout que on ne sait pas après derrière, il peut y avoir de manipulation, surtout quand ça vient des institutionnels comme JP Morgan. Ils peuvent avoir tendance à vouloir que tout le monde achète pour en fait eux vendre au moment où ils ont prévu leurs échéances de dette ou etc. Hein, parce que là aussi, effectivement, c'est pas des enfants de cœur là, ces gens-là. Donc pour ça, première chose, après quand même, là où ça devient intéressant, c'est que JP Morgan, c'est la banque qui était anti-crypto, anti-Bitcoin. Je rappelle que le PDG de JP Morgan annonçait encore il y a 1 an ou 2 ans, quand même récemment, hein, que le Bitcoin, jamais de la vie, il faudra investir là-dessus. Et là, je suis poli, parce que si on reflète vraiment ces vrais termes sur le Bitcoin, il y a de quoi avoir des sueurs froides sur ceux qui investissaient dans le Bitcoin à l'époque, hein, si on devait l'écouter, le PDG de JP Morgan. Donc là, c'est étonnant quand même quand on voit qu'ils sont même optimistes sur l'avenir du Bitcoin en termes de prix. Et pire que ça, c'est là où on voit quand même c'est dingue ce qui se passe, on est dans une nouvelle ère, c'est que là j'ai un tweet de H-Crypto, en fait qui annonce qu'effectivement JP Morgan, c'est une information qui est tombée, avec donc une banque à 4 trillions de dollars quand même de fonds d'actifs sous gestion, en fait détient 343 millions de dollars d'ETF Bitcoin. Donc là on croit rêver quoi, c'est-à-dire que là JP Morgan, ils sont à fond, donc carrément 343 millions de dollars, dans les fonds de BlackRock ou Fidelity ou Wisdom Tree, enfin peu importe. Mais c'est pour ça que quand je vous dis que quand on a toutes ces données-là
ce n'est que le début des flux entrants, parce que je rappelle que JP Morgan, c'est quasiment la référence au niveau bancaire, au niveau américain, sur tout ce qui est l'aspect de la finance traditionnelle. Forcément, ils brassent 4 trillions de dollars. Donc, on les écoute quand ils parlent. Mais du coup, ça veut dire que si eux, ils investissent autant d'argent dans les ETF Bitcoin Spot, bah, ça a donné des idées forcément aux autres. Et ça a donné un gage de confiance dans le Bitcoin. Là, donc ça part de là, en fait. Et même les concurrents autres que JP Morgan, bon, même si JP Morgan, ils écrasent un peu tout le monde, eh bien, ils vont dire, si JP Morgan, ils le font, nous, il faut qu'on le fasse aussi. Donc, tout est une question de boule de neige, en fait. Surtout quand JP Morgan, je voulais me présenter juste avant, fait des prédictions à 170 000 dollars le Bitcoin d'ici un an. Voilà. Donc, tout ça fait que, là aussi, on a un indice de plus au niveau institutionnel que les capitaux vont continuer d'affluer vers le Bitcoin. C'est logique. Mais ça encore, ça reste, on va dire, près du marketing, si je puis vous dire comme ça. Là, j'ai passé à des choses bien plus intéressantes. Au niveau de là, j'ai un article de Financial Standard. Comme vous pouvez voir, BlackRock, donc le leader au niveau de l'ETF Bitcoin Spot actuellement, avec quand même 10 trillions de dollars d'actifs sous gestion, eh bien, confirme le lancement d'un ETF Bitcoin Spot d'ici mi-novembre en Australie. Donc, on a bien compris que là, c'est vrai qu'on parle toujours des ETF Bitcoin Spot, mais je rappelle que c'est toujours des ETF américains qui sont essentiellement basés sur le continent américain. Et donc, on parle jamais des autres fonds ETF sur le Bitcoin, d'autres pays, d'autres continents, tout simplement parce que soit ils sont insignifiants au niveau de montant, de capitaux entrants, soit parce qu'ils n'existent pas, tout simplement. Et par exemple, en Australie, il n'y en a pas des vrais fonds de gestion d'ETF Bitcoin, et en fait on voit que c'est BlackRock qui a tout à fait compris cette démarche-là et qui va lancer son propre ETF Bitcoin Spot en Australie. Voilà. Donc là aussi on croit rêver. Donc BlackRock, c'est pareil que JP Morgan, il y a 2 ans, 3 ans, le Bitcoin, il fallait surtout pas rentrer là-dedans. C'est ce qu'ils disaient à leurs actionnaires, en fait, à tous ceux qui leur posaient la question, surtout n'y allez pas. Aujourd'hui, ils ont carrément un ETF Bitcoin, donc le plus gros de l'histoire en termes de lancement, avec des records sur records, à tel point que ça les a tellement convaincus, ça leur apporte tellement d'argent, ils ont décidé de copier le modèle de leur ETF Bitcoin Spot sur les autres modèles, sur les autres ETF qu'ils ont, qui n'ont rien à voir avec la crypto-monnaie, mais ils ont décidé de le mettre, ce modèle-là, un peu partout, tellement ça marche bien. Et maintenant, ils vont carrément lancer, ils vont à la conquête du marché australien avec cet ETF Bitcoin Spot, qui sera donc logiquement sorti en mi-novembre en Australie. Donc, quand je vous dis que là, les capitaux vont se déverser effectivement dans le Bitcoin, c'est pas pour rien, vous avez bien compris que tous les services institutionnels, ils font tout pour que les capitaux, en fait, soient injectés dans le Bitcoin actuellement à travers leur filet, hein. Bien sûr, on l'a compris. Et donc, je finis sur le Bitcoin, sur la TVL du Bitcoin. Alors, la TVL du Bitcoin, vous avez vu qu'elle est quand même assez impressionnante au niveau global quand on dézoome, puisque effectivement, elle a eu une explosion nucléaire à partir d'octobre 2024. Et là, on voit que depuis les récents records de 3 octobre 2025, elle est en baisse. Voilà, donc on pourrait se dire qu'effectivement, c'est là, on voit quand même qu'il y a une corrélation entre la TVL, ce que je vous dis depuis quand même un petit moment, et les prix. C'est que là, on voit que quand la TVL était au pic le 8 octobre, effectivement, les prix ont suivi. On a eu, je crois, vers ces eaux-là, un nouveau record des prix du Bitcoin, suivi du flash crash. Alors, le Bitcoin a eu moins de pertes que les altcoins, sur les altcoins compris cher, mais le Bitcoin avait subi quand même une correction de 120 000 jusqu'à 110 000 dollars, puis en plus, après, derrière, il est tombé à 100 000 dollars, même inférieur à 100 000 dollars. Et on voit que la TVL a suivi cette tendance, en fait, de baisse des prix. Et donc, en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la tendance de la TVL a fait que ça a fait chuter les prix. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Et donc, on voit que là, malgré cette baisse des prix, c'est loin d'être la fin du monde pour le Bitcoin. Enfin, faut se rendre à l'évidence qu'on a une baisse, mais c'est pas non plus la panacée. Donc, je pense que c'est vraiment cette TVL, un screenshot de ce qui se passe actuellement sur le marché, c'est que tout le monde est en train de paniquer, enfin, pas tout le monde, mais je vois quand même, il y a un certain nombre de personnes quand je vois les réactions sur les réseaux, tout ça, qui sont déjà en train de se parler de bear market. Donc, de fin du monde, de fin du Bitcoin, etc. Mais juste regardez cette TVL et dites-moi si vous voyez vraiment qu'on est en bear market, plus
tout ce qui est l'aspect institutionnel au niveau des services mis en place dans le Bitcoin. On n'est qu'au début là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on est qu'au début de l'accès des institutionnels et de l'intérêt institutionnel et même gouvernemental dans le Bitcoin. Et ça, on le voit très bien par rapport aux nouvelles qui sont en train d'être mises en place. Donc tout le reste, c'est du bruit, en fait. C'est du bruit. Clairement. Donc pour mon avis personnel, ben, vous avez compris, hein, là je finis le chapitre sur le Bitcoin, je suis toujours aussi bullish. Pourquoi? Parce que ben, justement, on a tous les éléments fondamentaux, je veux dire, hein, pas le bruit, pas les prix, tout ça, uniquement les fondamentaux, qui sont faits, construits pour donner le plus facilement possible l'accès au Bitcoin pour l'adoption de masse générale au niveau mondial. On le voit bien avec l'accès, notamment le nouvel ETF de BlackRock qui va avoir lieu en Australie, mi-novembre. Voilà, donc ça veut dire que ça y est, ils sont en train d'étendre leur modèle d'ETF, donc qui était jusque-là réservé uniquement au marché américain, notamment, ils vont le généraliser au niveau mondial. Donc après, je ne serais pas étonné qu'on entende qu'il y a un marché, notamment BlackRock sur les ETF, même en Europe. Alors, ils ont fait déjà l'ETP, mais on n'entend pas trop parler. Donc, l'ETP européen, mais ce n'est pas réellement le même que celui qui est en place aux États-Unis. Pourquoi pas, ils vont mettre ça en place en Chine également, sur le marché asiatique. Enfin, en Chine ou d'autres pays asiatiques. Voilà. Donc, c'est que le début, on voit bien. Et ça va être, je pense, phénoménal. Et moi, je maintiens toujours sur une fourchette de prix, hein, je rappelle, que d'ici 2030, en tout cas, je ne serais pas étonné que le Bitcoin atteigne les 1 million de dollars, parce qu'on n'aura pas assez de Bitcoin pour tout le monde, tout simplement. Il y a 21 millions de jetons, il n'y en aura pas assez pour tous les millionnaires déjà. Donc imaginez les gestionnaires d'actifs, les banques au milieu, les ETF, ça a créé un énorme choc entre l'offre et la demande, et on aura logiquement un Bitcoin qui va continuer d'exploser, puisque la demande ne fait que croître au fur et à mesure du temps. Bon, je peux pas vous dire mieux quand même, enfin, voilà. Donc, maintenant les amis, j'ai continué avec les projets crypto, donc plus généraux, comme le VeChain notamment, hein, j'ai passé directement à VeChain, et notamment regardez la mise à jour, donc Hayabusa, qui a été vraiment mise en détail, en lumière par la fondation VeChain directement. Donc là, j'ai utilisé l'intelligence artificielle directement pour gagner du temps, hein, vous savez, avec Claude, qui m'a fait en fait le résumé, vous voyez, en français de l'article de la fondation VeChain. Et regardez, donc Hayabusa est la 8e mise à jour majeure, donc hard fork comme on dit, de VeChain, nommée d'après la sonde spatiale japonaise. Vous voyez, ça je savais pas. Donc cette phase du projet Renaissance vise à améliorer radicalement le protocole VeChain Tor. Donc pour récapitulatif, alors c'est bien parce que la mise à jour Hayabusa arrive là d'ici la fin de l'année, donc d'ici un mois. Donc il y a un passage au Proof of Stake, donc DPoS, donc tous les détenteurs de VeChain peuvent désormais participer à la sécurisation du réseau en stakant leurs tokens et en les déléguant à des validateurs. Voilà. Donc nouveau modèle économique, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la génération de VTHO devient dynamique. Et donc on va diminuer l'émission de VTHO d'environ 60 à 70% par rapport au niveau actuel, donc réduction de l'inflation. Et donc, les avantages majeurs, c'est quoi? C'est donc une décentralisation accrue, le système devient plus ouvert et sécurisé, ça c'est bien. L'interopérabilité améliorée, donc compatibilité EVM et JSON RPC pour le développement informatique. Les coûts prévisibles, donc les frais de transaction restent stables pour les entreprises. Ça, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais c'est quelque chose de très important, tout simplement parce que les entreprises, le nerf de la guerre, c'est justement les prévisions, les prédictions sur les frais engendrés sur l'utilisation notamment d'un outil. Et donc là, c'est génial parce que les entreprises, eh bien, et on dirait que la VeChain prend de plus en plus en compte et reprend le virage de justement la conquête des entreprises du milieu industriel, etc. Et donc va favoriser effectivement l'attrait de cette blockchain-là pour les entreprises. Et ensuite, il y aura la conformité réglementaire. En fait, VeChain, comme elle est enregistrée dans le registre MiCA de l'ESMA en Europe, eh bien, va désormais répondre aux exigences européennes. Donc, en fait, cette mise à jour, c'est aussi un moyen d'être conforme sur le plan européen. Ça, c'est intéressant parce que nous, c'est vrai que l'Europe, c'est vrai que je ne suis pas encore dans le truc parce que vous connaissez mon avis sur ça, mais va être en position
de pouvoir intégrer peut-être plus profondément le marché européen au niveau de la blockchain, de la crypto-monnaie, etc. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et donc, le système, en fait, en résumé, crée un cercle plus vertueux, c'est-à-dire plus d'utilisation égale plus de VTHO brûlés, égale plus de récompenses, égale plus de staking, et donc une meilleure sécurité, tout simplement. Voilà. Donc, c'est plutôt intéressant, là, ce qui se passe avec VeChain, surtout qu'il y a cette mise à jour qui arrive, du coup, en temps voulu en plus, parce que ça redynamise quelque part l'écosystème de VeChain. Et donc là aussi où c'est intéressant, c'est que là j'ai un tweet de la fondation VeChain qui a mis en place, alors c'était lors d'une conférence, notamment qui a eu lieu donc le 12 novembre 2015 à New York, comme vous pouvez voir ici, et bien en évidence tout ce qui est l'aspect de tokenisation de la part de VeChain, mais dans le monde de Real World Utility, comme ils appellent ici. C'est-à-dire que VeChain, c'est la blockchain pour le monde réel de l'utilité. Et c'est exactement ce que je vous disais quand même précédemment dans plusieurs vidéos, c'est que je vous disais que le VeChain, c'est effectivement, on est dans le RWA, mais c'est pas comme les autres projets, notamment comme Ondo, Plume, même Chainlink, eux sont quand même dans la partie transfert d'actifs. Bon, là, on est vraiment avec VeChain sur tout ce qui est les actions. Donc, c'est vraiment le Real World, moi j'appelais le Real World actif, c'est-à-dire d'utilité, mais d'action, pardon, voilà, d'action. Donc, c'était le monde des actions réelles. Mais en fait, eux, ils l'ont appelé comme ça, c'est le Real World Utility, c'est-à-dire l'utilité du monde réel. Voilà. C'est vrai, c'est tout à fait ça, et c'est vraiment une niche, et VeChain, c'est les seuls qui font ça, pour l'instant en tout cas, dans le RWA. Donc très intéressant, et ce qui est intéressant surtout, c'est que là, vous voyez, j'ai un tweet de TheTai, comme on peut voir ici, qui fait tout simplement référence, en fait, à cet événement où il y avait quand même, je vous rappelle, hein, durant cette conférence du 12 novembre 2025, il y avait donc Johnny Garcia, en fait, le chef, quelque part, de la référence institutionnelle dans la fondation VeChain. Vous voyez, ils ont carrément un service qui est dédié aux institutionnels au sein de la fondation VeChain. Et puis après, il y avait donc K-Rock, donc le Chief Commercial Officer, qui était là, qui était présent. C'est un des plus gros validateurs de l'écosystème VeChaintor, K-Rock, je rappelle. Ensuite, il y avait BitGo, et la plateforme Exchange, et puis il y avait surtout Franklin Templeton, donc le VP qui était directement présent pour tout ce qui est les actifs digitaux. Voilà. Et donc, le résumé de ce qui s'est passé ici, c'est que tout ce qui est, en fait, la présentation faite par VeChain, eh bien, c'est que le monde réel, donc la tokenisation, voilà, a dominé le narratif, en fait, toute l'année. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que cette année, on a vraiment un narratif qui est même devant l'intelligence artificielle, c'est le RWA. Et maintenant, tout ça doit permettre de créer de la valeur, en fait. Donc cette session, en fait, ils ont exploré comment, en fait, la tokenisation d'actifs allait impacter tous les jours, je lis en même temps, hein, les marchés et les institutions. Voilà. On en est là. Donc vous voyez que VeChain, ça rappelle quand même dans cette démarche-là tous les autres projets crypto, notamment très solides dans l'ère web, comme Ondo, Plume, etc., qui ont aussi des communications, en fait, souvent des conférences comme ça, avec la finance traditionnelle. Et donc là, on voit que VeChain, malgré leur aspect décalé, ils sont eux aussi tout à fait inscrits, en fait, dans cette politique de développement au niveau institutionnel. Et ça, c'est ce qui leur manquait, VeChain, depuis 1-2 ans, quand ils se sont concentrés à fond sur VBetter DAO. C'est-à-dire qu'on n'entendait plus du tout parler de ce contact qu'ils avaient avec les institutionnels ou les industriels, notamment. Là, je trouve très positif qu'on ait ce genre de nouvelles là qui tombent pour VeChain. Surtout que ça, c'est couplé. Vous voyez, là, je vais continuer tout simplement avec VeChain, avec le développement qui continue. Regardez, en premier lieu, nous avons Ripple, quand même, mais bon, Ripple, là, on est quand même un cran encore au-dessus. Ils sont à 1020% de développement sur l'activité mensuelle. Après, on a IOTA qui sont toujours très performants. Et en troisième position, on a VeChain officiel avec plus 620%. Voilà. Après, on a alors, de nouveau Ripple, je pense qu'il y a un bug là, 560%. Je crois qu'il y a un petit bug parce qu'il a mis les deux les mêmes. Mais après, vous avez l'Oasis Protocol, ou alors c'est le Ripple Ledger peut-être. Ouais, c'est peut-être le Ripple Ledger. Oui, c'est ça. En fait, le Ripple que vous avez là, c'est le XRP Ledger. C'est marqué ici, vous voyez, c'est XRP Ledger. Et là, c'est Ripple. Donc, c'est deux choses différentes. Enfin, c'est la même société derrière, mais c'est quand même deux projets différents. On va prendre en compte.
Puis après, vous avez Oasis Protocol, Multivers X, donc c'est Aileron, anciennement Aileron, etc. Mais on voit que tous les mois, VeChain fait toujours partie des leaders dans tout ce qui est le développement des activités au niveau des dApps au final. Et je rappelle que c'est pour ça que moi, ce que j'adore avec VeChain, c'est ça, c'est que c'est vraiment les fondamentaux qui priment le développement de l'activité avant les prix. Et donc, tôt ou tard, moi je suis convaincu, alors après, encore une fois, je peux me tromper, hein, je n'ai pas de boule de cristal, j'ai pas de... Autant il y a la foudre qui tombe sur VeChain et puis ils se font exploser. On ne sait pas. Mais en tout cas, quand on voit les activités de développement comme ça, les fondamentaux qui évoluent, et en plus, ils sont dans une niche, comme je vous dis, avec le Real World Utility, eh bien, je ne serais pas étonné qu'un jour, on ait une explosion nucléaire sur VeChain, parce que les prix, tôt ou tard, je le dis très souvent dans mes vidéos, finiront par rattraper les fondamentaux. Si vous n'avez pas de fondamentaux, eh ben, les prix rattraperont les fondamentaux, ça tombera à zéro. Ça rappelle les shitcoins, les mêmes coins, c'est ça. Et pour les projets plus solides ou avec plus de hype, ça peut prendre du temps, mais les fondamentaux, et là où il n'y a pas de fondamentaux, eh ben, ça rattrapera tôt ou tard là aussi les prix. Par contre, quand vous avez des fondamentaux, je suis convaincu que là aussi ça rattrapera les prix, cette fois dans le bon sens. Voilà. Notamment, on l'a vu avec le XRP, avec Ripple, hein, plus personne n'y croyait, et finalement XRP nous a fait une bougie là en quelques mois, nous a explosé tous les compteurs, souvenez-vous, cette année. Bon, et ça on l'a déjà oublié, hein. Ouais, j'ai oublié, quand je vois certains commentaires des fois, ça fait rêver. Je me dis, achetez-vous une mémoire, quoi. C'est dingue. Bon, voilà, donc c'est pour ça que maintenant j'ai passé aux statistiques de VeChain. Regardez, donc là je suis sur tout ce qui est les, vous savez, les nouveaux comptes, les nouvelles adresses qui arrivent. Et là, regardez, nous sommes à 13 millions, alors quasiment 14 millions de nouvelles adresses déjà. On voit qu'il y a une baisse quand même de nouvelles adresses hein, en termes de momentum. Donc on voit qu'il y a une, ça s'est calmé, mais en tout cas, on a quand même eu une adoption fulgurante de l'écosystème de VeChain en seulement une seule année. Hein. Je rappelle qu'en janvier 2025, nous étions à 5 millions de nouvelles adresses. Donc là, on a pris quasiment 10 millions de nouvelles adresses en seulement un an. Sur VeChain, tout simplement énorme, bien sûr. Après, je continue. Cette fois, j'ai passé à tout ce qui est, vous savez, la tokenomics, dans le sens où c'est le nombre de holders sur VeChain. On voit que c'est en hausse. La semaine dernière, nous étions à 1 684 000 holders sur VeChain. Donc là, on voit que c'est en hausse, mais la hausse majeure qui se fait, c'est surtout sur le VTHO et bien sûr le B3TR avec la plateforme VBetterDAO. Donc là, VeChain, on dirait qu'en fait, ils ont mis en place leur plateforme VBetterDAO. Ils en parlent plus trop d'ailleurs. Vous avez vu que là, dans les communications que je vous ai présentées, c'est surtout maintenant axé sur l'institutionnel, voire pourquoi pas l'utilité, la contrefaçon, etc. Donc je trouve très intéressant parce qu'ils ont compris là qu'il fallait qu'ils opèrent un virage et qu'en fait il fallait qu'ils surfent sur la vague de leur plateforme VBetterDAO pour désormais consolider leur écosystème vis-à-vis des entreprises. Donc je pense que là on est en train d'assister à un bon tournant même marketing sur l'écosystème de VeChain. Après je continue, là par contre, là c'est moins bien, hein, vous allez voir. En termes de TVL, la TVL, effectivement, en termes de dollars, elle est en chute libre, clairement, pour VeChain, parce qu'on a 3,91 millions de dollars. Donc effectivement, bah, ça c'est pas une bonne chose, hein. Je vous le dis clairement, pour VeChain, mais après, je rappelle que c'est en dollars. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que VeChain subit, au niveau de la TVL, la perte de prix par rapport au token. Donc c'est logique qu'on ait une baisse de la TVL en termes de valeur dollar, puisqu'elle est liée au prix par token. Mais par contre, si on prend la TVL par rapport au nombre de VeChain, en fait, directement, et bien là, c'est pas la même TVL. Alors, elle est en baisse, mais vous voyez qu'on n'est pas sur la même baisse que qu'on a vu par rapport au dollar, qui est plus impressionnante quand même. Voilà. Donc c'est logique que cette TVL baisse par rapport au dollar, puisque le prix du token ont baissé, quoi. Voilà. Alors que si c'est en nombre de VeChain dans la TVL, là on voit quand même une baisse, mais c'est moins impressionnant que par rapport au dollar. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais voilà. Et donc on voit qu'en nombre de VeChain, on a rattrapé des niveaux, on est quand même à des niveaux de 2022. Et par contre, au niveau du projet Stargate, on voit que là, on est toujours sur moins 20% sur un mois. Donc, on voit que là, la VeChain a pris la foudre hein, quand même sur le flash crash qu'il y a eu, plus la baisse récente du marché crypto. C'est évident. Là, on ne peut pas nier l'évidence. Mais ça reste quand même
tout à fait potable. 114 millions de dollars de TVL sur le projet Stargate, plus les 3,91 millions de dollars de TVL, ça veut dire qu'on est largement au-dessus des précédents records qui étaient à 34 millions de dollars, je rappelle, hein, en 2021. Voilà. Donc, pour l'instant, même si ça ne fait pas plaisir de voir ces baisses au niveau de la TVL, même si on a l'impression que le projet patauge un petit peu pour VeChain, c'est évident, les fondamentaux continuent quand même d'être au rendez-vous avec l'activité de développement, avec la mise à jour Hayabusa qui va arriver. Donc je suis convaincu qu'on peut avoir des belles surprises encore là. Très belles surprises pour VeChain dans les mois qui viennent, semaines, mois qui viennent. Voilà. Bon, donc sur ce, bah écoutez les amis, je vais continuer. Notamment avec donc Ondo Finance. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce graphique de fou. C'est-à-dire que ça y est, là j'ai un tweet de rwa.yz. Donc Ondo Stocks are on the move. C'est-à-dire que là, Ondo, depuis le lancement de la Ondo Global Market, est en train d'exploser tous les records. Tout simplement. Parce que regardez, au niveau des metrics de Ondo, depuis en fait le 9 septembre, enfin le 1er septembre 2025, on a vraiment une grosse poussée au niveau des métriques de stablecoin, hein, qui représentent la majorité au début des flux sur Ondo. Et puis après, on a eu de plus en plus plutôt les public equity, donc ce qui est le lien au RWA, hein, au niveau du public, plus les bons du trésor américain. Vous voyez, mais en moindre mesure. Donc on voit surtout que c'est le marché des stablecoins qui est en train vraiment de dominer tout ce qui est les metrics sur Ondo, mais également ce qui est le public equity. Donc on voit que le Ondo Global Market, tout simplement, est en train vraiment de décoller pour Ondo Finance, mais également au niveau de tout ce qui est l'écosystème de Ondo au niveau général. Bon, donc le RWA, vous voyez, est en train vraiment d'être le narratif par excellence de l'année 2021, et je pense qu'il sera aussi le narratif de 2026 aux côtés de l'intelligence artificielle, tout simplement. Donc vraiment, les chiffres, c'est mathématique en fait. Hein. Vous voyez, je ne cherche pas midi à 14h, c'est vraiment mathématique. Et là où c'est vraiment intéressant et impressionnant de la part d'Ondo, c'est que là, ils ont fait un tweet avec humour quand même, c'est qu'ils s'excusent auprès de toute la communauté d'Ethereum, ils le disent, vous voyez, noir sur blanc ici, pour en fait les récentes augmentations des frais de gaz. Vous savez, quand on fait des transactions, on paye des frais de gaz, et c'est vrai que sur Ethereum, eh ben, ça peut être très cher en fonction de l'utilisation du réseau. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que là récemment, on a le trading de la part en fait de la demande pour tout ce qui est les stocks tokenisés de Ondo qui ont tellement explosé, qui ont été tellement révolutionnaires, tellement un truc de fou, que à eux tout seuls, Ondo, ils ont fait exploser les frais de gaz sur Ethereum, hein, de 10%. C'est du jamais vu, en seulement 24 heures. Voilà, et donc on voit que vous savez, au niveau du ETH Gas Tracker, bah, Ondo, ils ont été devant le stablecoin USDT et USDC, quoi. Non mais on est où là? On est où? Enfin, c'est du jamais vu, hein, que ce soit un projet comme ça, qui en plus est récent dans le RWA, etc., explose les frais de transaction de volume sur Ethereum devant les stablecoins, qui sont le marché numéro 1 mondial sur les crypto-monnaies, c'est du jamais vu, clairement. Tellement qu'ils s'excusent les mecs, avec humour quand même. Ils sont bons, franchement ils sont bons. Donc vous voyez, c'est quand même du délire. Et donc là c'est intéressant parce que là je vous parle d'un autre tweet de Ondo Finance qui résume aussi tout ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que là on a Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui continue en fait de parler de tout ce qui est le futur de la tokenisation au niveau mondial. Et il le dit très bien, la tokenisation est probablement le composant le plus important dans l'évolution du monde financier actuel. Voilà. Donc la prochaine ère de la finance est en train d'être construite on-chain. Il a tout dit. Voilà, là le tweet Ondo Finance a tout dit clairement. Donc c'est pour ça que je vous dis, et ça se retranscrit très bien sur tout ce qui est donc à la fois les métriques Ondo, je vous l'ai déjà montré, à la fois sur les frais de gaz Ethereum qui explosent à cause d'Ondo, ça faut le faire quand même, mais ça révèle l'importance du projet, et surtout la TVL d'Ondo. Parce que là, sur toutes les TVL qu'on a vues, Bitcoin, la TVL est en baisse. VeChain, n'en parlons pas, la TVL, bah pêcheur, elle est en baisse. Je vous montrais les autres TVL derrière, il n'y en a pas une qui est en train d'augmenter. La seule TVL
actuellement, hein, je dirais à l'instant T, qui continue de grossir de façon régulière, continuelle, c'est Ondo. Donc je pense que, et pourtant au niveau des prix, Ondo n'a pas encore fait de grosses performances. Mais je pense qu'il va y avoir un rattrapage. Encore une fois les amis, je vous le dis, je suis convaincu que les fondamentaux font les prix, tôt ou tard, quoi qu'il arrive. Et je pense que quand Ondo va se réveiller, ça va vraiment faire quelque chose de très impressionnant sur le marché crypto au niveau des prix. Et je pense qu'on aura carrément un flash news pour vous dire, effectivement, le projet, on aura des articles dessus et tout, tellement ce sera chaud au niveau des prix, l'augmentation qu'ils vont faire. Voilà. Je pense, enfin c'est mon opinion, mais quand je vois les données, la TVL, quand je vois qu'ils sont en train de faire péter carrément les frais de gaz d'Ethereum, tellement ils sont là, ils sont au rendez-vous les mecs, et quand je vois effectivement le narratif RWA et que Ondo, c'est le cœur de ce narratif-là, puisque à travers leur plateforme Ondo Global Market, ils sont vraiment la plateforme qui permet justement d'acheter les stocks, les actions tokenisées, quoi. Bon, donc ils sont vraiment, pour moi, au cœur du RWA actuel, qui est le narratif par excellence. Donc, bon, voilà. Je ne peux pas vous dire mieux, hein, clairement. Pour l'avenir, le positif de ce genre de projet, de ce genre de narratif, c'est évident. Après, maintenant, je vais passer à Plume. Donc, Plume, c'est également dans le RWA, dans le cœur du sujet, mais sur un autre leadership de RWA que Ondo, bien évidemment, parce que eux, ils sont plutôt sur tout ce qui est les infrastructures RWA, et moins sur l'aspect de stock tokenisé, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que donc ça y est, ils ont fini leur premier trimestre. Ça fait rêver quand même. Vous allez voir, donc là, c'est le Q3, donc 2025, troisième trimestre 2025. Donc effectivement, marque chez Plume le premier trimestre entier depuis le lancement du mainnet de Plume. Donc d'ailleurs le lancement réel du projet. Et regardez donc sur les 3 derniers mois, en 3 mois, tout ce qu'ils ont accompli, Plume. Donc déjà, ils ont accompli qu'ils ont 280 000 holders d'actifs RWA sur leur réseau. Ils ont 100 millions de transactions on-chain et ils représentent 645 millions de dollars de TVL au niveau du RWA. Voilà. Ils sont déjà la première blockchain globalement en termes de nombre de holders et ils détiennent plus de 50% du marché entier de RWA là-dedans. Les mecs sont sortis quand même en 3 mois de mainnet, quoi. C'est un truc de fou. Et tout ça à travers les 10 blockchains combinées en incluant Ethereum, Solana, Avalanche et Stellar. Mais c'est du... Quand des titans, quoi, c'est ça, ils parlent de l'industrie de titans, effectivement. Ils ont battu tout le monde avec leur petit logo plume orange qui paye pas de mine. Ils ont dévancé tout le monde. Ensuite, il y a l'adoption institutionnelle, parce qu'ils ont accompli des partenariats majeurs, pardon. Donc, ça inclut Apollo, qui est quand même un des plus gros gestionnaires de fonds au niveau mondial, EY très connu, Mastercard, bon j'en parle pas, Ant Group, également d'autres partenariats, je sais plus, je les ai pas là ici, je les ai vus après. Ils ont, ça c'est très intéressant, très important, ils ont tout ce qui est, ils ont été l'innovation en termes de réglementation. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu de la part de la SEC, c'est-à-dire la Securities Exchange Commission, c'est-à-dire le gendarme boursier américain aux États-Unis, eh bien, l'approbation en tant que, agent de transfert régulé, enregistré. Donc, c'est-à-dire, c'est un des premiers projets comme ça dans les RWA à avoir obtenu, cette désignation officielle. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont déjà à un grade institutionnel au bout de 3 mois d'arrivée dans le secteur. Truc de fou. Ensuite, ils ont tout ce qui est les expansions stratégiques, puisqu'ils ont fait l'acquisition déjà de Dinero, donc tout ce qui est une plateforme de leader dans le staking, avec 200 millions de dollars de Ethereum staké désormais au pic de cette plateforme. Voilà. Ils ont plus de 85 dApps, d'applications mobiles ou autres qui sont en live directement sur leur mainnet, qui incluent donc des fonds tokenisés. J'ai fait le lien avec WisdomTree et les 14 fonds tokenisés qu'ils ont mis en place la semaine dernière, rien que ça.
tout ce qui est les marchés, donc commodities, les instruments de crédit, donc le crédit privé, et tout ce qui est les alternatives au niveau des actifs, que ça aille de l'or jusqu'au crédit privé, mais aussi aux intérêts liés aux minéraux et aux métaux précieux. Et tout ce qui est également les projets au niveau des infrastructures, etc. Tout ça, c'est déjà sur l'infrastructure de réseau de Plume. Voilà. Il parle aussi de l'accessibilité au niveau des plateformes exchange. Alors ça, c'est juste en fait en lien avec la distribution du token de Plume. Voilà, donc peut-être c'est à ce niveau-là que c'est la faiblesse du projet, dans le sens où en fait le Plume c'est pas encore disponible partout, parce qu'on voyait que c'est sur Binance, mais c'est récemment que le projet Plume a été listé sur Binance. Après ça a été mis en place sur Upbit, PancakeSwap. Enfin, il n'y a pas 36 millions de plateformes exchange pour acheter du Plume. Enfin, du moins c'est récent, vous voyez. Donc c'est peut-être aussi pour ça que les prix font que, bon, peut-être que voilà, après je sais pas, hein, mais j'essaie d'anticiper. Et également la présence globale dans plus de 30 événements de partenariat à travers en Corée, Singapour, Hong Kong et des États-Unis, enfin bref. Voilà. Et tout ça en seulement 3 mois. Hein. Ils ont fait plus en 3 mois que des projets qui sont là depuis 10 ans, quoi. C'est là où on voit quand même la perspective d'évolution de ce projet est incroyable. Par contre, et c'est là où vous voyez au niveau de la TVL, regardez, contrairement à Ondo, en termes de dollars, ils sont en train de perdre du momentum, hein, comme on dit, puisqu'ils sont passés de leur pic de 300 millions de dollars, ils sont désormais à 183 millions de dollars de TVL, donc quasiment divisé par 2 leur TVL depuis le 8 octobre 2025, c'est-à-dire quasiment le flash crash qui avait eu lieu, souvenez-vous, à cette époque-là. Voilà. Par contre, là où c'est intéressant, encore une fois, c'est en nombre de plumes. Exactement la même problématique que VeChain, c'est-à-dire qu'en nombre de dollars, ça a baissé parce que les prix du jeton ont baissé, donc forcément la TVL qui est liée au jeton, eh ben, elle a impacté en termes de millions de dollars. Par contre, si on se réfère à cette TVL en nombre de plumes, de tokens plumes, sans regarder le prix du jeton, et uniquement en termes de nombre de jetons plumes stakés ou utilisés, eh bien là on va dire quand même en augmentation globalement. Un peu comme VeChain qui a moins baissé quand on regarde par rapport au nombre de VeChain utilisés sur la TVL. Ça rappelle vraiment la même problématique. Voilà. Donc on reste quand même sur une TVL, globalement, si on fait abstraction des prix du jeton, très belle, en fait, très positive là-dessus. Voilà. Allez, je continue, cette fois toujours maintenant je passe à rwa.xyz pour faire le résumé effectivement des métriques sur Plume. Et vous voyez qu'on est toujours dans des perspectives incroyables en fait d'augmentation. On est à plus 25,52% en 30 jours sur la RWA value. Le nombre de holders, on n'arrête pas de faire péter les compteurs parce qu'on a dépassé les 280 000 nombres de holders sur le RWA au niveau des assets. Le RWA en termes de volume de transfert, là aussi on fait tout exploser au niveau des compteurs. Les stablecoins pareil, il n'y a que sur les 30 derniers jours le market cap des stablecoins sur Plume et le nombre de holders en stablecoin qui est en baisse. Voilà. Mais ça je vous dire c'est encore autre chose, c'est le marché des stablecoins, mais en tout cas l'ensemble est très correct. Et surtout quand on fait ça, on fait le parallèle par rapport en fait au marché global du RWA. Alors, on a un peu baissé par rapport à la semaine dernière, parce que la semaine dernière, souvenez-vous, nous étions à 35,8 milliards de dollars de total RWA on-chain. Là, on a 35,08 milliards de dollars, donc c'est un petit peu baissé, mais on reste quand même à plus 4% sur 30 jours. Voilà. Donc, on voit que, bon, il y a des respirations, mais vous allez voir que ça peut pas que ça repète à la hausse la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines. Tout simplement parce que c'est un narratif qui est tellement explosif que ça ne fait que monter. Et donc là, vous voyez que sur le nombre de holders, effectivement, Plume a plus de 50%, on est même à 55-60% du marché en termes de nombre de holders de total actif RWA au final, tout réseau confondu. Voilà. Et on est même, pour le total RWA, on a plus 11,59% sur 30 jours. Tout est dans le vert au final. D'un mois sur l'autre, on est systématiquement, vous le voyez, dans le vert.
Narratif incroyable. Allez, donc maintenant, je vais passer à Chainlink. Donc là aussi, vous allez voir, enfin, quand je vous dis que cette semaine, c'est quand même un truc de fou en termes de partenariat ou de même de résultats en lien avec le RWA, c'est pas pour rien, c'est qu'on a vraiment des projets extrêmement solides qui ne font qu'exploser. Et donc notamment la Chainlink. Donc ils ont fait, vous savez, leur événement, la SmartCon, j'avais dit la semaine dernière, qui a été mis en place. Et donc, ils ont invité des gros leaders des secteurs qui ont fait des discours, hein, tout simplement. Et donc là, vous avez Lorenz Breidenbach, donc qui est la tête de la recherche à Chainlinks, donc Labs, qui a introduit tout simplement une nouvelle technologie chez Chainlink, c'est le Chainlink Confidential Compute, donc CCC, hein, comme on l'a appelé, qui serait, d'après cette personne, en fait la clé pour débloquer tout ce qui est l'aspect privé au niveau du grade institutionnel, au niveau des smart contracts sur les blockchains publiques. Parce que vous savez qu'effectivement la problématique actuelle des blockchains, c'est que c'est tellement transparent, c'est tellement public, qu'au final, quand vous faites une transaction, eh bien, tout le monde sait quelle a été la transaction, à quelle date, à quelle heure, à la seconde même, près à quel montant. Voilà. Et donc, sauf qu'effectivement, ça pose un problème déjà au niveau du sentiment privé des choses, qui est par exemple pas du tout l'essence même du Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'on a des projets, on en parle après derrière, comme Zcash qui explose, notamment Monero aussi. Enfin, toutes les crypto-monnaies actuellement en lien avec l'aspect privé des choses sont en train d'exploser. Et donc là, on a Chainlink qui a carrément construit une technologie pour rendre en fait les données, les datas privées, mais à une échelle institutionnelle. Et ça, c'est énorme en fait pour le marché même des oracles au niveau institutionnel. Et donc, ils le disent très bien, parce que si nous voulons apporter en fait tous les marchés de capitaux et toutes les banques on-chain, sur la blockchain, nous devons résoudre en fait le problème de l'aspect privé des choses. C'est les propos même de Lorenz Breidenbach, à la tête de la recherche chez Chainlinks Lab. Voilà. Et donc, c'est du coup là où ils ont trouvé leur nouveau Chainlink Confidential Compute. Et donc, il explique encore mieux derrière à travers un tweet, directement. Donc, ils ont fait un petit schéma explicatif, hein, regardez. Donc là, en fait, où ils expliquent qu'ils ont 3 couches, en fait. Et ils expliquent dans leur tweet qu'il y a plus de 80% en fait de l'aspect de l'activité financière globale qui ont lieu hors des plateformes exchange et du coup pas du tout à travers les données publiques et les yeux du public. Bon, c'est logique, hein. Et donc pourquoi c'est important? C'est parce que tout ce qui est les marchés des capitaux en fait fonctionne de base sur la confidentialité. C'est-à-dire qu'il y a les contreparties, il y a l'identité et tout ce qui est les deals faits entre entreprises doivent rester publics. On le voit bien, c'est jamais, enfin doivent rester privés, pardon. C'est jamais rendu public. Et donc pour respecter en fait et pour atteindre ce grade institutionnel, et bien du coup la finance on-chain a besoin donc de l'identité qui soit confidentielle en termes en plus de régulation, avoir tout ce qui est les transactions en fait qui sont également confidentielles, donc avoir un système de préservation de l'identité des transactions et du montant, etc. Et également un accès sécurisé aux datas sensibles. Voilà. Et donc Chainlink Confidential Compute débloque en fait ces 3 nécessités. Donc là, et ça a été annoncé là, hein, le 8 novembre, regardez, le 8 novembre 2025. Donc là, on est vraiment à l'aube en termes de RWA, en termes d'évolution institutionnelle et surtout d'adoption institutionnelle de la blockchain et d'intégration de la finance dans la blockchain, à l'aube, mais vraiment au jour près, là, je vous mets sur un calendrier, justement de la révolution de la finance traditionnelle vers la finance en fait décentralisée ou Web 3.0, enfin vous l'appelez comme vous voulez, crypto-monnaie, bref, blockchain en fait. Donc ça y est, on a désormais tous les outils parfaits pour permettre l'adoption de masse de la crypto-monnaie, de la blockchain au niveau mondial et à un niveau institutionnel. Voilà. Donc le RWA, ça va exploser.
voilà, c'est qu'une question de temps. Avec le RWA, c'est des trillions et des trillions de dollars qui vont être transposés sur la blockchain, parce que vous l'avez compris, là, c'est le feu vert qu'on a eu grâce à Chainlink. En fait, pour les institutionnels, ils ont passé le feu au vert là pour mettre, maintenant on va mettre tous les actifs, parce que même l'aspect privé, on l'a désormais. Et là, c'est peut-être ce qui pouvait freiner effectivement tous les institutionnels qui voulaient absolument pas qu'on ait accès à leurs données privées ou leurs transactions ou leurs deals. C'est logique. Donc là, les amis, on est vraiment... C'est un truc de fou, quoi. Ça ne fait que... Et toutes les semaines, c'est comme ça. Hein, vous l'avez remarqué, toutes les semaines, c'est comme ça. Ils nous annoncent des trucs de fou, quoi. Et donc là, je continue avec Chainlink. Donc, un article de journalducoin.com. Regardez, donc tokenisation, Chainlink et UBS réalisent une première ensemble. Donc Chainlink, là aussi, va falloir m'expliquer. Il faut qu'ils se calment un peu, quoi. Calmez-vous, toutes les semaines, c'est comme ça. Calmez-vous, les mecs. Donc du coup, tokenisation, première mondiale, la banque suisse UBS vient de réaliser une première mondiale en utilisant la technologie de Chainlink pour la tokenisation de fonds. Cette transaction marque un tournant dans la façon dont les institutions financières gèrent et échangent des actifs, en exploitant notamment le potentiel des smart contracts de la blockchain pour améliorer l'efficacité et la rapidité des opérations. Voilà. Et donc en fait, la transaction on-chain a exploité le Digital Transfer Agent de Chainlink, révolutionnant le processus de gestion des actifs financiers. Donc on voit bien que là, et c'est pas fini, c'est-à-dire que là, vous allez voir, après GXRP, Ripple, c'est encore pire. Enfin, cette semaine, vraiment, je vous ai dit, c'est n'importe quoi. Hein. Truc de fou. Donc, comme je vous dis, et ça, tout ça, c'est là où c'est d'autant plus étonnant, c'est que c'est un moment où le marché des prix crypto, il est vraiment défoncé. Vous voyez? Et pourtant, on a les bases, les fondamentaux qui sont en train d'être construits à une échelle jamais vue pour la crypto-monnaie. Donc je pense qu'on a l'aube. Quand il va y avoir un rattrapage des fondamentaux, et je ne serais pas étonné que ce soit dans les mois qui viennent, ça va être du même style qu'on a eu avec Zcash qui a fait un x3 en 2 jours, hein, je crois, c'est en une journée, 2 journées, en lien avec les données privées. Et vous avez vu, Chainlink, c'est l'aspect privé, mais à un niveau institutionnel. Bon, après moi, je vous donne les infos, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais je crois qu'on est vraiment un lobe de quelque chose de nucléaire, je pense, j'en suis de plus en plus convaincu, sur les crypto-monnaies, même au niveau des prix. Parce que vous avez vu, ça peut aller très vite. Bon. Ensuite, Ripple. Alors là, vous allez voir, Ripple, c'est encore pire. Si on peut le faire, enfin, c'est encore mieux, quoi, du coup. Donc Ripple, ils ont fait, vous savez, je vous en ai parlé la semaine dernière, leur événement Ripple Swell 2025. Et donc, ils le disent là, ils ont déjà, en fait, mis en place un partenariat stratégique, un investissement stratégique de 500 millions de dollars, avec une valuation donc de 40 milliards de dollars, avec Fort West Investment Group et Citadel Securities. Voilà. Donc tout ce partenariat, enfin cet échange, je sais pas comment le dire, cet investissement stratégique, en fait, concerne 95 milliards de dollars en fait de volume au niveau du Ripple Payments, 1 milliard de dollars en fait avec le market cap de stablecoin RLUSD, 6 acquisitions stratégiques en seulement 2 ans. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo où il y a 2 semaines de ces acquisitions stratégiques, 25% des actions en fait de Ripple rachetées et un Ripple Prime au niveau du business qui a fait déjà une évolution de x3 par rapport à son très récent lancement. Et enfin, 75 licences au niveau mondial de régulation obtenues par Ripple. Donc, s'ils le disent, hein, ils ont conclu que c'est comme ça, en fait, qu'on construit un momentum de l'Internet of Value, c'est-à-dire de la valeur d'Internet. Bon, donc on voit que déjà Ripple, là, ils ont envoyé du lourd à ce Ripple Swell. Et je rappelle qu'au Ripple Swell, il y avait quand même tous les gros ponts de la finance traditionnelle. Et donc, hop, c'est pas pour rien du coup. Je continue avec les informations de Ripple en lien avec également le Ripple Swell. Vous voyez qu'il y a eu donc cette mini-conférence au sein du Ripple Swell où vous aviez les leaders donc au sein de Franklin Templeton, hein, le gestionnaire d'actifs que vous voyez ici. Il y avait Citibank, donc quand même une des plus grosses banques au niveau des États-Unis. Enfin, je crois que c'est au niveau américain, hein, ouais, c'est ça. Fidelity, bah, forcément vous connaissez puisque c'est eux, ils ont un ETF Bitcoin et Ethereum également. Voilà, qui ont rejoint en fait Wyss, alors Merrick, qui est tout simplement le Senior Executive
Officer à Ripple. Voilà. Et donc, ce qu'il disait, en fait, c'est qu'il déclarait simplement que l'avenir, en gros, c'était tout simplement de comment faire en sorte que les institutions, en fait, puissent manager donc les risques et débloquer tout ce qui est la nouvelle valeur à travers la tokenisation des actifs. Là aussi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est billions of assets on-chain, comme le disent le message ici, c'est-à-dire que c'est des billions, des milliards, des trillions même de dollars qui doivent être transposés sur la blockchain. Voilà. Donc, le tournant institutionnel est ici, c'est-à-dire le message est clair, c'est Ripple là qui le déclare dans son tweet directement. Donc, vous voyez, on est vraiment, enfin, c'est quand même incroyable, que ce soit entre Chainlink, Ondo, Plume, Ripple, j'en passe. Après, il reste Stellar, mais je n'ai pas le temps de tout balayer. Vous savez, les amis, je prends 1 heure pour faire la vidéo, c'est long déjà. Bon. Mais vous voyez que tous les signaux quand même concordent à un moment où on veut que vous vendiez les crypto-monnaies. On veut vous faire sortir du marché, et à ce moment-là, ils construisent en fait le pont entre la finance traditionnelle et le marché crypto, la blockchain. Ça fait réfléchir quand même. Bon. Donc ça, c'est un événement de plus. J'ai pas fini, hein, j'ai pas fini. Avec Ripple. Donc là, vous voyez, on parle bien du Ripple, toujours le RLUSD. Ça a été lancé donc il y a 1 an. On est déjà à 1 milliard de market cap. Il y a le USD backup, c'est-à-dire que c'est un RLUSD pour 1 dollar de renforcé, entre guillemets. Et surtout, donc avec le Ripple Prime et G2E et la plateforme Whale, qui a désormais récemment rejoint en fait le consortium de Ripple, RLUSD et le XRP en fait vont être plus efficaces, plus rapides et surtout on va avoir une adoption de masse au niveau mondial. Donc il prévoit effectivement qu'il va y avoir une grosse adoption de masse en fait du RLUSD et de XRP au niveau mondial par les autorités de régulation, les banques, les institutions, etc. Et effectivement, puisque cette semaine, on a eu également au Ripple Swell l'annonce du partenariat entre Ripple, Mastercard, Webbank et Gemini. Alors là, en fait, c'est un peu la conclusion presque du RWA de ce que je vous dis là depuis quasiment 1 heure, je pense. C'est que on a, ça y est, le premier partenariat officiel de l'histoire entre en fait une banque officielle traditionnelle, Mastercard, Gemini, donc des moyens de paiement mondiaux, et une société crypto en lien avec un stablecoin et une crypto-monnaie comme le XRP. Puisqu'en fait l'objectif de ce partenariat, ça va être quoi? Ça va être de créer un nouveau benchmark, c'est pas moi qui le dis, c'est Ripple, c'est-à-dire un nouveau brevet, une nouvelle méthode, entre guillemets, d'efficacité institutionnelle pour permettre en fait des transactions plus transparentes, plus rapides, plus efficaces au sein de la finance traditionnelle. Donc, autrement dit, les banques, et là notamment c'est la Web Bank, vont utiliser le RLUSD et le XRP pour assurer des transactions financières grâce à Mastercard et Gemini. Autrement dit, on est ça y est officiellement dans l'ère où vous avez la blockchain qui est transposée au sein de la finance traditionnelle. Donc le Web 2.0, officiellement. Voilà. Donc là, on peut marquer vraiment cette semaine. Vous pouvez même la mettre dans le calendrier, comme quoi ça a été le début des fondamentaux sur le RWA, la tokenisation d'actifs. Mais là, à un niveau en fait de paiement transfrontalier, parce que je rappelle que XRP, c'est à la base des paiements transfrontaliers. Donc là aussi, et d'ailleurs, vous avez Mastercard, je crois que vous avez Mastercard qui a répondu au tweet avec des cœurs là, enfin bref. Bon, voilà. Donc ça part en vrille. Je dis ça part en vrille. Donc pour conclure, avant de passer maintenant, je passe aux actualités un peu plus crypto, un peu plus générales, mais vous avez compris que là, le RWA, c'est plus qu'un momentum. C'est en train d'exploser. Les institutionnels, ils ne savent plus comment faire pour créer pour accéder au marché de la blockchain, des crypto-monnaies, en fait, du RWA. Et donc, à un moment où on a en plus une correction incroyable, presque la plus grosse correction jamais vue dans l'histoire de la crypto-monnaie, on a eu 1,6 million de traders qui ont été rect,
qui vont rester sur le carreau malheureusement quand même. Enfin, c'est triste, il y en a qui sont suicidés et tout. Hein. Enfin bref, voilà. Pour vous dire comme quoi c'est pas les enfants de cœur. On a une manipulation évidente de la part des baleines, des acteurs de la finance traditionnelle. Et derrière, ils vous balancent un mois après, sur un marché crypto qui est morose quand même au niveau des prix. Tout le monde est en train de se dire c'est fini, la crypto-monnaie presque. Enfin, pas tout le monde, j'exagère, hein. Quand je dis ça, je suis désolé, c'est une habitude. Mais je vois les messages passer, beaucoup de personnes se posent la question, se disent bon, peut-être qu'on doit attendre dans 4 ans, le prochain cycle. Il faut sortir du marché crypto actuellement, c'est trop dégueulasse, volatile, etc. Et au moment où on se pose la question, cet aspect-là, ils vous balancent des choses comme ça. Donc je ne serais pas étonné qu'ils continuent à faire peur les gens et qu'ils continuent à créer une pression vendeuse exprès artificielle pour justement derrière préparer le lancement nucléaire de ce genre de projet. Ça va tout balayer sur son passage. Vous avez compris que là, on entre dans une ère nouvelle quand même. Voilà. Donc, personnellement, je reste ultra bullish. Alors, sur le court terme, on n'est pas à l'abri qu'on continue de chuter au niveau des prix parce que c'est voulu, en fait. Quelque part, c'est voulu. Ou ça arrange bien, en tout cas. Et derrière, par contre, sur le moyen long terme, bon, c'est évident que là, je pense que les billes, il ne faut pas aller chercher très loin. Vous mettez les billes dans les RWA et puis voilà, quoi. Si vous avez des gestionnaires d'actifs, vous avez tous les ponts de la finance traditionnelle qui jettent là-dedans, je pense que vous prenez moins de risques que si vous allez dans les shitcoins ou des cryptos dans ce genre-là sans fondamentaux. J'en rigole bien sûr, mais voilà. Après, très important, faites vos propres recherches, votre propre opinion, votre propre narrative, votre stratégie d'entrée et de sortie, c'est très important. Comme ça, vous êtes moins soumis à l'émotion sur ce genre de marché qui reste quand même très volatile. On le voit bien à cause de la volatilité déjà, mais également la manipulation. Bien évidemment, on le voit de plus en plus des financiers et de la finance traditionnelle, etc. Bon. Allez, je continue donc sur l'actualité crypto plus générale. Donc là, j'ai un article de journalducoin.com. Western Union tokenise le dollar. Vous voyez le vrai début de la guerre des stablecoins. Ça, c'est-à-dire on a une banque officielle, donc américaine, qui tokenise enfin un dollar. Donc là, on est à fond dans le RWA. Et vous voyez sur enjeu maintenant de stablecoin et même de guerre. Voilà, c'est très bien dit par le journalducoin.com. Effectivement, guerre du stablecoin, point d'interrogation, parce que là, on est en train d'avoir une chier de stablecoin qui est en train d'émerger, en fait, sur le marché des cryptos, quoi. Simplement. Et donc, à un moment, quand il y a trop de stablecoins qui vont entrer en collision, forcément, il va y avoir déjà des bagarres, on va dire. Mais bon, après, pour concurrencer déjà Tether, ça va être très compliqué pour ce genre de nouveaux stablecoins, avec la confiance qu'il y a derrière, etc. Bon, ensuite, je continue, toujours sur les actualités crypto plus générales. Cryptost.fr, plus de la moitié des hedge funds ont investi dans la crypto déjà. Selon un récent rapport, les crypto-monnaies intéressent de plus en plus les structures traditionnelles d'investissement comme les hedge funds. Vous voyez, plus de la moitié d'entre eux sont déjà activement exposés aux crypto-monnaies et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Bon, continue. Cette fois, je passe à Cointelegraph France au niveau des articles. Donc, les investisseurs crypto fuient la visibilité au profit de l'anonymat. Les privacy coins s'envolent de 80% en moyenne. Donc là, je vous parlais de Zcash tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que la confidentialité devient de plus en plus un marché en tant que tel. Parce que c'est vrai que, vous l'avez déjà dit, mais le problème que des ETF, notamment même Bitcoin, c'est qu'on dénature l'essence même première du Bitcoin, qui était d'assurer la décentralisation et de ne pas avoir d'intermédiaire ou autre pour détenir vous-même, en tant que citoyen, le pouvoir d'être votre propre banque, entre guillemets, à travers le Bitcoin. Donc là, avec l'arrivée de BlackRock, des institutionnels, etc., leur objectif, c'était de dénaturer cet aspect-là et de justement s'imposer en intermédiaire par rapport à quelque chose qui est d'office désormais, enfin de base, normalement sans intermédiaire. Là, c'est la perversion de la finance traditionnelle. C'est ça qui est dommage avec ça. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait vraiment les privacy coins, dans ce cas-là, qui explosent à la hausse de 80%, surtout dans un contexte où, ça y est, on a l'arrivée des institutionnels officiellement sur ce marché RWA, etc. Voilà. Mais en plus, on voit bien que les institutionnels eux-mêmes recherchent la confidentialité. Voilà, c'est n'importe quoi, en fait.
Donc, on arrive dans une ère où effectivement, quand on arrive à coupler tout ça, on a une explosion de tous ces prix-là. Et donc là où c'est intéressant aussi, parce que je continue, hein, avec cette fois cryptost.fr, là, Cathy Woods, j'en ai déjà parlé en début de vidéo, revoit ses prévisions à la baisse pour le Bitcoin à cause des stablecoins. Donc on voit que les stablecoins et la bataille des stablecoins est tellement puissante en ce moment que ça capte même des capitaux du Bitcoin vers les autres marchés, notamment du stablecoin. Voilà. Et donc ça explique aussi les rotations de liquidités qu'il peut y avoir sur les ETF, je pense, dans Bitcoin, même dans le marché traditionnel ou de la finance crypto, etc. Voilà. Et ça inquiète même, pour vous dire à tel point c'est du lourd, c'est que ça inquiète même, notamment Standard Chartered, enfin certaines grosses banques, qui déclarent que les stablecoins sont un danger pour la stabilité des monnaies fiat. Et je pense que c'est tout à fait vrai, parce que au fur et à mesure qu'on a une perte de confiance dans les monnaies fiat, de façon qui se pètent la gueule, qui valent pas mieux que des shitcoins, eh bien on a l'émergence de stablecoins qui eux sont sur des fondements différents, et qui ne sont pas la même politique, qui ne sont pas liés aux banques centrales, etc. Et parce que restent des banques privées. Donc on tendance à moins faire n'importe quoi, peut-être avec l'argent du contribuable. Enfin, parce qu'aujourd'hui, on en est là quand même. Quand on voit le comportement des politiques et des banques centrales, quand on voit qu'on a 800 milliards là, qui partent encore pour l'Ukraine, ou qui sont partis pour l'Ukraine, bon, pas que, voilà, mais je veux dire, peut-être qu'on en a quand même besoin en Europe de ces 800 milliards pour autre chose que de faire la guerre. Bon. Ensuite, je continue, et là, Cointelegraph, France toujours, les banques font pression sur le trésor américain pour interdire tout rendement sur les stablecoins. Coinbase contre-attaque. Donc on voit bien que là, l'enjeu des stablecoins, je vous dis, cette semaine, il est très puissant. On a les banques, les institutionnels qui sont à fond sur la tokenisation d'actifs, ont compris que tant qu'elles ne sont pas réellement sur leur propre stablecoin, donc elles sont en train de créer, on l'a vu avec les précédents articles, en train de créer ou de tester leur propre stablecoin, mais tant qu'elles n'ont pas leur propre stablecoin, qu'elles n'ont pas switché en fait les monnaies fiat, dollars, euros, tout ça, pour leur stablecoin, elles ne veulent surtout pas qu'il y ait de rendement sur justement ces mêmes stablecoins, parce que là, je vous imagine même pas, c'est l'essence même des banques qui est à jeter en fait. Parce que les banques, comment elles gagnent leur argent, c'est déjà comment elles attirent les épargnants, c'est justement en proposant des rendements. Donc si les épargnants trouvent des rendements beaucoup plus stables, avec des avantages beaucoup plus évident dans d'autres secteurs, eh bien forcément ça va être des pertes de marché énormes pour les banques. Donc pas étonnant que même aujourd'hui les banques en sont à un tel point, les stablecoins sont désormais un marché explosif, émergent aujourd'hui, eh bien en sont à faire de l'ombre aux banques en fait. Voilà, donc on est en train réellement d'assister à un tournant effectivement dans le fonctionnement de la finance traditionnelle par rapport à la finance Web 3.0, je sais pas comment l'appeler, Web 2.0, voilà. Mais c'est intéressant quand même. Donc l'avenir, c'est la blockchain. L'avenir, c'est la tokenisation d'actifs, parce que dans la tokenisation d'actifs, vous avez les stablecoins. Parce que les stablecoins, c'est quelque part une tokenisation des monnaies fiat, en fait. Voilà. Mais contrôlée, non plus par des banques centrales, mais par des entreprises privées. C'est là où on est en train aussi d'opérer un changement dans la façon dont les gens font confiance aux monnaies. Et comme l'essence même des monnaies fiat est liée à la confiance, eh ben, il faut s'attendre aussi à une explosion de l'inflation terrible, rien que par cet aspect-là également de perte de confiance des citoyens dans nos monnaies. Voilà. Et donc c'est pour ça, je fais la transition maintenant avec l'or, hein, ça va pile poil, je pense, cette transition, qu'on a un or qui est toujours aussi haut. Alors cette semaine, l'or s'est stabilisé autour des 111 000 € le kilo. Alors ça fait rêver quand même 111 000 € le kilo en termes de 24 carats, donc 100% d'or, hein, je rappelle. Ça s'est stabilisé dans ce range-là. Et donc maintenant, il y a deux hypothèses, pas compliqué, soit ça va vers le bas, soit ça va vers le haut, ou alors troisième hypothèse, soit ça continue de ranger dans les 111 000 € le kilo. Donc d'ailleurs, je vais mettre en kilos, ce sera plus parlant, mais donc soit ça baisse sur le court terme, pourquoi? Parce qu'on a une grosse explosion de l'or là, je vais remettre sur 20 ans, comme ça sera plus parlant. Sur les dernières semaines, je rappelle, on est monté jusqu'à 120 000 € le kilo, donc vous voyez que là, quand on a une performance comme ça, il y a un moment où l'or doit corriger, reprendre des forces, en gros, hein, faire une respiration et repartir à la hausse. Voilà, donc je ne serais pas étonné, donc c'est soit on a déjà une correction, on est passé de 120 000 à 111 000, elle est suffisante,
Et donc, avec le contexte géopolitique quand même très instable, bah, les banques centrales, etc., on continue de croire dans l'or, enfin de vouloir en acheter à tout prix pour se protéger. Voilà, et donc ça va repartir à la hausse. Soit la correction n'est pas encore assez prononcée, et donc il faut qu'on purge un peu plus, et donc on peut redescendre vers les 100 000, même en dessous en cas de grosse correction, avant de repartir à la hausse. Mais quoi qu'il en soit, moi personnellement, je vois un or qui, vu le contexte géopolitique, vu justement la perte de confiance des citoyens dans les monnaies fiat, et l'instabilité géopolitique, je vois dans tous les cas, sur le moyen long terme, un or repartir à la hausse toujours plus haut. C'est clair, donc c'est pour ça que, alors, je ne suis pas conseiller financier, hein, je rappelle, hein, je vous donne mon opinion personnelle à travers les chiffres, etc., mes analyses. Ce que je vois dans les mois, les années qui viennent, c'est qu'on va avoir l'or qui va exploser à la hausse, l'argent également physique, parce que je rappelle que l'argent physique, il y a une pénurie en cours sur la LBMA quand même, donc ça faut le faire quand même là aussi. Donc il y a tout qui est aujourd'hui fait pour que tout explose au niveau de l'or, l'argent, également le Bitcoin. Que le Bitcoin, on le voit très bien, il y a de plus en plus une forte demande. Sur le court terme, ça peut également baisser, le Bitcoin, mais sur le long terme, c'est destiné à aller vers le haut. En termes de, justement, parce que comme l'or, il est limité en termes de volume, et il y a une demande qui est toujours de plus en plus forte. C'est tout simplement l'offre et la demande. Voilà. Et un pied d'ailleurs, si vous voulez prendre plus de risques ou participer à la révolution numérique de la finance traditionnelle, bah, c'est participer avec le RWA, tokenisation d'actifs, et bien c'est prendre plus de risques en mettant vos billes dans ce narratif-là. Donc là, bah, Ondo, Plume, Chainlink, voilà. Sur ce, bah écoutez, bon, ce sera tout pour cette vidéo, hein, les amis. En tout cas, vous avez vu que c'est quand même des très bonnes nouvelles au niveau du marché crypto RWA, malgré le sentiment morose au niveau des prix. Donc c'est pour ça, hein, vous voyez c'est important de dézoomer, de s'intéresser quand même à la base de ce qui se passe au niveau crypto pour pouvoir anticiper, éventuellement, essayer en tout cas d'anticiper le marché dans les mois qui viennent, les années qui viennent. Voilà. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses, aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ou voilà, pour soutenir ou autre, hein, pour dire effectivement il y a des choses à partager votre opinion qui peut être différente, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est bien même. Et puis je vous dis bientôt, donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'actualité crypto et hebdomadaire. Voilà. Allez la bise, ciao, prenez soin de vous.